Bonjour à tous. Éolien posé, flottant ou même hydrolien, la France est-elle en ordre de bataille sur le marché des énergies marines renouvelables? Les réponses de nos experts dans cette nouvelle émission de la chaîne Smart City. Bienvenue sur ce plateau avec deux invités pour faire le point sur le développement des énergies marines renouvelables en France. Antoine Descoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable énergie marine renouvelable au sein du syndicat des énergies renouvelables. Absolument. En face de vous, Jean-François Davio, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Sabela, une start-up française innovante de l'hydrolien. Tout à fait. Alors messieurs, on va éviter de répondre tout de suite à la question titre de cette émission, mais quand même, peut-être Antoine Descoux, vous qui faites partie du syndicat des énergies renouvelables, quel instantané on peut donner de cette filière EMR en France? Alors les énergies marines renouvelables, puisqu'on parle bien de plusieurs types plusieurs formes de production d'énergie marine renouvelable, présentent une certaine diversité, donc on peut difficilement les regrouper toutes et les mettre toutes sur le même plan. Et je souhaiterais peut-être aussi apporter un regard européen, international, puisque c'est clairement une filière qui se développe un peu partout en Europe. Donc par ordre de maturité, la première d'entre elles, la plus développée d'entre elles, c'est l'éolien en mer, sous sa forme posée. Donc c'est l'éolien en mer qui est implanté à des profondeurs relativement limitées, donc souvent assez proches des côtes. Aujourd'hui, l'éolien en mer représente une capacité de production de 10 000 MW installés. On a dépassé les 10 000 MW installés en Europe. Donc ça représente à peu près, pour avoir un ordre de grandeur en tête, l'équivalent d'une dizaine de réacteurs nucléaires. Ça c'est pour l'Europe. En France, l'État a lancé 2 appels d'offres en 2011 et 2013 avec 6 projets qui ont pu être développés sur la base de ces 2 appels d'offres. Donc le long de nos côtes, ça permettra d'atteindre une capacité installée de 3000 MW à horizon 2023. L'installation des 6 projets devant s'échelonner entre 2018 et 2023. Très bien. Donc ça c'est pour l'éolien posé qui fait un peu la course en tête. Absolument. Donc tout ça permet déjà d'ailleurs d'initier la création d'une filière industrielle autour de ces premières capacités de production en France. Et puis ensuite, donc comme je le disais par ordre de maturité, on a l'hydrolien, on en parlera avec Jean-François, qui a fait l'objet de soutien aussi de la part de l'État et de beaucoup de développement de la part des industriels, notamment des PME qui s'impliquent dans le secteur, et qui va suivre dans les prochaines années le même chemin que l'éolien posé, avec des premiers projets de fermes pilotes. Donc ce sont des petits parcs composés de quelques machines qui devraient être développés dans les prochaines années, notamment grâce au soutien de l'ADEME qui a été mis en place en 2013. Très bien. Un mot sur l'éolien flottant qui est aussi l'éolien flottant évoqué. qui viendra dans la suite là aussi de l'éolien posé, accroître encore le potentiel de cette technologie à l'horizon entre 2018 et 2020, là aussi pour les premiers projets de ferme pilote. Puisqu'on a eu aussi la bonne nouvelle cet été du lancement d'un appel à manifestation d'intérêt, d'un appel à projet par l'ADEME et le gouvernement pour développer des parcs de ce type et donc permettre de vérifier la faisabilité technico-économique de cette technologie avant de se lancer dans des développements commerciaux rapidement. Très bien. Bon, on voit que le décor est un petit peu planté, on a un tour du propriétaire. Ma prochaine question sera pour vous deux, et je vais peut-être commencer par Jean-François, qu'on n'a pas encore entendu. Est-ce que sur cette filière, la France s'est donné, selon vous, les moyens de ses ambitions ? Alors, je pense que la France est partie en retard d'abord par rapport à l'outre-Manche. Les Britanniques ont été assez longtemps en avance à travers une foultitude de concepts, à la fois dans l'hydrolien, dans l'énergie des vagues. Aujourd'hui, je pense que la France est en train de combler son retard pour des raisons qui sont à la fois d'incitation politique d'une part, mais également de conjoncture géographique et énergétique par rapport à la Grande-Bretagne et à l'Écosse en particulier, avec des infrastructures existantes en matière d'exportation de ces énergies vers les lieux de consommation. Antoine Descoux sur ce point ? Oui, on peut effectivement dans une certaine mesure estimer que c'est vrai, il y a des développements qui se sont faits en Europe peut-être un peu plus tôt, en particulier sur l'éolien offshore. On voit qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne fait très largement la course en tête sur cette technologie. Néanmoins, on sent bien que ces dernières années, l'État français et les industriels français se sont malgré tout emparés du sujet, avec une volonté qui est quand même assez forte de développer ces technologies. Maintenant, la question est de savoir si on va réussir en effet à rattraper ce retard et à figurer parmi les leaders. Mais on a quand même assez bon espoir parce que l'implication, encore une fois, de notre tissu d'entreprise dans cette aventure que sont les énergies marines renouvelables est quand même assez forte.
Et avec l'accompagnement de l'État, on pense que normalement on devrait y parvenir. Bon, on va illustrer un petit peu cette filière française avec l'exemple de Sabella, puisqu'on a la chance d'avoir Jean-François avec nous en plateau, sans peut-être redérouler tout le film. Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût du projet aujourd'hui où on est Sabella? Alors, Sabella a démarré il y a très longtemps, donc encore une fois, on ne va pas refaire l'historique. On a démarré aux alentours des années 2000 à peu près, donc une quinzaine d'années. Remarqué par deux étapes un peu importantes, en tout cas, donc l'immersion de la première hydrolienne sur les côtes françaises en 2008, et puis nous avons été lauréats, donc un appel à projet, le premier appel à projet sur les démonstrateurs hydroliens en 2010. Voilà, et donc c'est cette machine qui est en cours d'installation, enfin qui a déposé au fond du passage du front vert aujourd'hui, qui sera raccordée en septembre très certainement, et qui sera la première machine raccordée au réseau national électrique. Donc sur des considérations techniques, on peut considérer que la technologie aujourd'hui est au point? Oui, elle est en train de maturer là encore, il y a encore des évolutions sur les générations suivantes de machines, mais on est passé en tout cas à des objets de taille industrielle et proche des versions commerciales. Bon, il y a un enjeu crucial sur ces marchés, c'est la rentabilité. À quelle échéance on peut se dire que l'hydrolien va pouvoir concurrencer d'autres technologies du marché? Alors il y a deux aspects sur les équilibres économiques ou les modèles économiques en tout cas de ces filières. Il y a d'une part effectivement la maturité de ces technologies et leur modèle de production. Bien évidemment les effets de série industrielle contribueront à faire décroître les coûts. Il y a également les niches de marché que l'on peut aller chercher et qui font que peut-être d'ores et déjà, ces technologies qui sont aujourd'hui immatures trouveront une compétitivité parce qu'il y a des secteurs d'application électrique où le coût énergétique est très élevé et où ces technologies... Ces niches, par exemple, Je pense à l'insulaire en l'occurrence. Les territoires insulaires sont aujourd'hui dans des configurations énergétiques où le coût du mégawattheure est entre 5 et 10 fois supérieur à celui des continents et des réseaux interconnectés. Pour donner un peu une image, vous m'avez dit en préparant cette émission que Ouessant, par exemple, pourrait être une vitrine. Le coût du mégawattheure à Ouessant est 4 fois supérieur à celui du continent. Voilà. Et puis si je prends le Pacifique, c'est 10 fois supérieur, etc. etc. Bon, très bien, ça donne une bonne idée. En termes de calendrier, là encore, quel élément on peut donner? Antoine a évoqué tout à l'heure les notions de ferme pilote. Donc encore une fois, à la fin de cette décennie, donc entre 2018 et 2020, on verra effectivement un certain nombre de fermes pilotes hydroliennes. Je parle de hydrolien, excusez-moi, mais sur ce secteur voir le jour. Donc qui positionneront effectivement un certain nombre d'acteurs français, des grands noms, et puis effectivement des PME. Il faut considérer bien évidemment qu'on est face à un marché international. La France essaye de se doter en tout cas de jolies vitrines des technologies françaises. Alors ça met en œuvre un certain nombre de synergies avec d'autres champs d'application. Je pense au stockage, je pense aux smart grid qui viennent se coupler donc à ces énergies marines pour optimiser effectivement leur production. Antoine, sur ce tissu d'entreprise dont on parlait tout à l'heure et dont on voit un bel exemple avec Sabella, aujourd'hui les acteurs français de cette filière, c'est plutôt des startups, c'est plutôt des grands groupes, comment cela fonctionne? Alors ce qu'on constate, c'est que bien souvent il y a une progression avec la maturité des technologies. On peut avoir au stade de maturité plus faible, une diversité plus importante d'acteurs qui se positionnent, avec beaucoup de PME, de start-up très innovantes, qui vont chercher à développer des nouveaux concepts évidemment très innovants. Et puis au fur et à mesure de la maturation de ces technologies, qui sont intrinsèquement par nature, j'ai envie de dire, des technologies qui nécessitent un investissement très important. On a des grands groupes qui s'intéressent à ces technologies-là, donc avec des stratégies différentes. Certains peuvent aller, par exemple, prendre des parts dans des PME innovantes pour ensuite, pourquoi pas, même les acquérir complètement. On a vu que DCNS notamment a pu faire ça avec Open Hydro pour l'hydrolien. Et puis parfois c'est des partenariats qui peuvent prendre des formes un peu différentes. Mais en tout cas le fait est que quand on rentre dans la dimension industrielle, l'investissement est tellement important que nécessairement il sera tiré par des entreprises de taille conséquente. Par exemple, pour donner un exemple, Sabella aujourd'hui ça représente combien de personnes? Quel serait un petit peu le dimensionnement? Une grosse douzaine d'ingénieurs, puis c'est un actionnariat un peu diversifié entre le monde de la finance d'une part et des industriels. Grosses PME en ce qui me concerne, on n'est pas encore dans le monde des grands groupes, mais peut-être qu'un jour. Et alors quel est votre regard justement sur les grands groupes? Est-ce qu'ils sont plus innovants, moins innovants? Vous en avez besoin? Ce sont vos alliés, vos ennemis? Alors comme l'a évoqué Antoine, effectivement, je pense que l'innovation
démarre à partir effectivement des PME, des TPE même, mais effectivement passer une phase exclusivement conceptuelle, l'intensité capitalistique fait qu'en général il y a besoin de fonds propres dans ces structures et que les grands groupes sont les bienvenus. Aujourd'hui, alors si vous me posez une question sur mon regard sur ces grands groupes, effectivement, en général, ce que je vois en France, c'est que le chant des sirènes étrangers, on chasse plutôt à l'étranger l'innovation qu'en France. C'est un peu dommage. Je pense que sur le territoire français, il se passe beaucoup de choses et le regard des grands groupes devrait s'y focaliser un tout petit peu plus. Bon, le message est passé. Et puis au niveau commercial, je pense qu'à l'inverse d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne en particulier, on ne chasse pas en mode, c'est un peu dommage là aussi. Il n'y a pas une équipe de France parfois Non, pas de l'hydrolien. Antoine, comment vous gérez dans le syndicat des énergies renouvelables? Il y a syndicat, comment vous gérez cette cohabitation? Ça se passe bien quand même? Ça se passe très bien, ça se passe tellement bien qu'on a même mis en place justement, parce qu'un des enjeux pour passer de la phase de l'innovation pure à la phase industrielle, c'est de structurer toute une filière industrielle. Donc c'est d'organiser justement la relation entre les sous-traitants potentiels des grands groupes qui leaderont les projets dont il est question. Et pour ça, on a mis en place une démarche qui est soutenue par les pouvoirs publics, par l'État, qui s'appelle le Windustry France et qui consiste justement à identifier des compétences dans le tissu d'entreprises français, industrielles en général, pour accompagner ces entreprises vers les secteurs de l'éolien, donc éolien là, terrestre et offshore, en les aidant à adapter leur outil industriel aux besoins des grands donneurs d'ordre du secteur qui font partie du comité de pilotage de cette démarche. Donc ça se passe plutôt bien. Bon, je retiens ce message d'apaisement, c'est bien. On va peut-être terminer, il nous reste quelques minutes, on va peut-être terminer un peu en se projetant vers l'avenir. Profitons de cette tribune, si vous aviez chacun un message à faire passer peut-être aux décideurs qui nous écoutent, au pouvoir public, quel serait-il sur ces marchés, Jean-François peut-être? Encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure, la France est dotée de gisements, donc un marché domestique, je parle de l'hydrolien encore, d'un marché domestique qui est devant nous. Il y a des vitrines également à créer, on a évoqué tout à l'heure l'insulaire. Je pense qu'à Ouessant, aujourd'hui, il y a un joli projet de ferme pilote. L'État y travaille à nos côtés. Il y a un dossier qui est en cours d'instruction. Je pense qu'avoir une île décarbonée comme celle de Ouessant avec de l'hydrolien, c'est un superbe exemple à montrer à l'international si on veut concourir sur ces marchés. Très bien. Antoine, sur ce point, peut-être sur les règles du jeu ou la stabilité, je sais que c'est des sujets qui reviennent souvent. Si j'avais un maître mot, ce serait visibilité. On a un gros enjeu là, qui arrive dans les prochains mois avec l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fait suite à l'adoption du projet de loi de transition énergétique cet été et qui va fixer des nouveaux objectifs pour les différentes filières renouvelables à horizon 2018 puis 2023. Il faut absolument que pour nos filières énergie marine renouvelable, à commencer notamment par l'hydrolien, on ait des objectifs de développement, de déploiement à l'échelle commerciale, donc industrielle, dans ces horizons-là. Sans quoi l'investissement des industriels dans ces technologies sera rendu plus difficile. Bon, espérons que vos messages seront entendus en haut lieu. Merci à tous les deux en tout cas pour votre expertise et votre présence sur ce plateau. Merci à nos fidèles internautes d'avoir suivi cette nouvelle émission. À bientôt. Au revoir.